On va passer au keynote speaker, en bon français, donc à nos conférenciers d'honneur pour ce matin, avant la pause. Donc, ils vont venir nous faire une présentation. C'est une nouvelle structure, une nouvelle organisation qui est en train de se mettre en place et pour la navigation de la voie maritime intelligente. Alors, j'invite M. Donald Roussel et Denis Provençal de bien vouloir ici vous approcher pour votre présentation. Bonjour tout le monde. Alors, ça faisait un certain temps que je m'étais présenté devant une audience. Je suis ravi de ça, et particulièrement à Rimouski. Je veux remercier d'abord Denis Hintz et Jean Laflamme de nous avoir invités. C'est vraiment très, très apprécié. Je salue les membres du conseil d'administration et les pères fondateurs du CITCO également. Je mentionne l'absence d'une ancienne membre du conseil d'administration, Andréane Bastien. Donc, il n'y a pas juste des hommes, il y a parfois des femmes aussi, n'est-ce pas? Donc, lorsque j'étais tout à l'heure dans la salle à côté, j'ai rencontré Mme Morissette et puis j'ai décidé finalement d'adapter mon introduction en parlant de Rimouski, en parlant des œuvres qui ont été réalisées au fil du temps par Rimouski. Je veux rendre hommage à ça parce que c'est une région formidable à plusieurs points de vue, non seulement au niveau du paysage, mais au niveau des sciences de la mer, au niveau de tout ce qui se passe dans le domaine maritime. C'est assez important. Et puis, lorsque j'ai parlé avec Mme Morissette tout à l'heure, ça m'a rappelé, remémoré un événement qui est arrivé ici en 2010 et M. Demers était là, Serge Demers était là en titre du directeur de l'ISMER. Il y avait Jean-Claude Brett à l'ISMER, puis il y avait Mme Morissette qui avait contribué à la création de la première chaire UNESCO dans le domaine maritime au Canada. C'est un événement important qui est arrivé. C'est lors du 50e anniversaire de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO que Ottawa, Québec et les membres de la communauté de Rimouski, on a créé la première chaire de recherche dans le domaine de maritime à l'UNESCO. Donc, c'était vraiment extrêmement puissant, je trouve, comme symbole à ce moment-là. Mais il y a eu un autre moment important que je veux rendre hommage, c'est la création en 2016 d'une organisation qui est devenue aussi une institution qui a été créée avec beaucoup les gens de Rimouski, avec des représentants de toutes les universités au Québec. Et là, je parle du réseau Québec maritime, donc c'est en 2016. C'est un événement important aussi. Et là, je salue M. Saint-Onge, qui est à l'autre bout de la salle, qui était un des maîtres d'œuvre de ce projet-là avec le vice-recteur à la recherche de l'UQAR, qui est aujourd'hui le recteur à l'UQAR, M. Deschênes, et un grand nombre d'autres représentants. Donc, le réseau Québec maritime, il est installé à Rimouski. Et son pilotage a donné de très, très beaux succès au cours des dernières années. Donc, on peut se réjouir aussi de cet événement-là. Et puis, en 2017, sauf erreur, ça c'est de mémoire, ça peut être en 2018, là je pourrais me tromper, mais je pense que c'est en 2017. Ici, il y a eu un événement très important. C'est un événement international sur les biotechnologies marines. Et là, le premier ministre du Québec, le prince Albert de Monaco, sont venus ici en grande pompe avec un gros système de sécurité pour assister à un symposium sur les biotechnologies marines, un symposium international qui avait été organisé passablement par les gens de Rimouski. Technopole Maritime était beaucoup dans le dossier, ainsi que la municipalité de Rimouski. Et puis donc, je vais juste relever quelques événements parmi d'autres qui font que Rimouski est vraiment une municipalité qu'on pourrait appeler intelligente, une municipalité du 21e siècle avec des propositions très, très concrètes. Je pourrais aussi parler d'un grand nombre d'autres organismes comme le CITCO, évidemment, mais l'Observatoire global du Saint-Laurent, qui est présidé par M. Arsenault devant moi. Et ça aussi, c'est des belles réalisations. Mais la plus intéressante organisation, à mon sens, c'est la distillerie Saint-Laurent. Là, franchement, là,
Là, franchement, moi, je pense que Donald et moi, c'est la principale raison de notre venue ici aujourd'hui. Donc, on va en profiter ce soir, n'est-ce pas? Je pense que c'est bien ça, hein, le cocktail. Voilà. Donc, j'ai pris un peu de temps pour présenter Rimouski, mais là, je vais y aller tout de suite pour notre OBNL. Mais encore une fois, si vous me permettez, là, je vais prendre quelques secondes pour vous raconter la petite histoire derrière la création de notre OBNL. Je vais remonter à l'époque de 2018, et là, je vais pointer un peu plus mon collègue Donald Roussel, qui est à ma gauche et qui est le père fondateur également de notre OBNL. En 2018, M. Roussel, il voulait prendre sa retraite. Là. Il était prêt, il était mûr, il avait son fonds de pension qui était passablement important. Tu sais, du côté fédéral, c'est pas banal. Et puis, son sous-ministre en titre lui a dit « Non, tu pars pas tout de suite, mon chum, parce que avec ton expertise, puis avec la vision que tu portes depuis des années, on aimerait ça que tu nous fasses une espèce de plan de match pour le transport maritime du futur avec le sujet intéressant des navires autonomes de surface, les navires de surface autonomes. » Et puis, donc, M. Roussel, écoutant son cœur, a accepté ce mandat-là avec une carte blanche de développer des projets relatifs, pas des projets, mais plutôt, je dirais, une vision, développer une vision. Et puis, donc, la première chose que M. Roussel a faite avec la collaboration de M. Hein, c'est de faire un atelier à Ottawa sur les navires de surface autonome. À peu près tout le monde au Canada sont rassemblés à ce moment-là pour apporter des commentaires sur les nouveaux navires du futur. Et qu'est-ce que ça comporte comme constat, comme enjeu à tous les niveaux. Donc, M. Roussel a lancé, je dirais, la grande réflexion sur les navires autonomes de surface. Et par la suite, ça nous a quand même intéressé du côté du gouvernement du Québec, parce que je ne l'ai pas dit encore, ou en tout cas, c'était peut-être pas très clair, là, mais moi, je suis plus gouvernement du Québec. Et puis, on a trouvé ça extrêmement intéressant au niveau du secrétariat de la stratégie maritime. Et avec M. Roussel, on est partis ensemble du côté de la Finlande et de la Norvège pour aller chercher de la réflexion stratégique avec nos amis de la Scandinavie. Et là, j'ai découvert un communicateur expert qui parlait au nom du gouvernement du Canada sur les enjeux du 21e siècle. Et on a rencontré des leaders internationaux dans des grandes entreprises et des organisations gouvernementales. On pourrait parler de Kongsberg du côté de la Norvège ou Wärtsilä du côté de la Finlande. On est revenu de là avec des réflexions assez incroyables. Mais quand on est revenu de ça, M. Roussel et moi et d'autres personnes, on s'est dit, les navires, c'est une chose, la navigation intelligente, c'est une autre chose aussi, mais dans l'ensemble, il manquait une perspective globale. Là, on est en 2019 à peu près, et puis on commençait à parler de Digital Seaways, ou bien on parlait je pense que c'est en Finlande là, qu'on a trouvé ça récemment, hein, une nouvelle, c'est les Smart Fairways. Puis, par la suite, on a entendu parler des Green Shipping Corridors puis des Intelligent Transportation System. Et puis, récemment, au gouvernement du Québec, on s'est lancé dans le projet de corridor économique intelligent. Ce sont tous des appellations très intéressantes qui ont un contenu, qui ont une charge intéressante de contenu, mais on se pose encore beaucoup de questions sur qu'est-ce que ça signifie, tout ça. Et donc, je reviens au moment où Donald et moi, on est revenus. On a proposé de parler de corridors maritimes intelligents, puis de tenter d'apporter des réponses sur quelles sont les définitions, qu'est-ce que ça signifie pour les chercheurs, qu'est-ce que ça signifie pour les autorités publiques, qu'est-ce que ça signifie pour l'industrie. Alors, notre objectif, et là, je devrais utiliser... Est-ce que ça va fonctionner? Parce que ça devrait descendre, c'est bien ça? Voilà, excusez-moi. Qu'est-ce qu'un corridor maritime intelligent? Alors, disons que j'arrête là, et puis c'est simplement pour vous dire qu'on est encore à la recherche d'une définition. On
on a posé la question à notre ami Chat. Vous connaissez peut-être Chat de plus en plus, ChatGPT. Et puis, il nous a sorti 2 pages de définition sur les corridors maritimes intelligents. C'était très, très intéressant, mais on a un petit doute encore sur Chat. Là. Ça fait que ce n'est pas encore un ami, c'est juste une connaissance. On verra pour les 6 prochains mois après le moratoire. Mais ceci dit, nous, on en a une définition, mais on sait qu'elle est au début du commencement, parce que c'est une définition qui va évoluer avec le temps, parce que notre objectif, c'est de réunir un grand nombre d'organisations et de personnes qui vont nourrir notre réflexion sur la question. Mais, donc, je vais vous lire là, maintenant, c'est quoi notre définition. Elle est un peu longue, hein? Je suis désolé. Un corridor maritime intelligent, c'est un corridor commercial où toutes les opérations sont optimisées, toutes les opérations, par une architecture numérique et un cadre de référence technique et technologique commun. Pas une dispersion de normes et de standards. Notre définition, c'est d'aboutir à un cadre commun éventuellement. Ça favorise aussi la rencontre productive de réseaux d'acteurs innovants qui sont connectés, qui utilisent de nouveaux instruments de prise de décision pour se coordonner, partager les informations stratégiques et développer ensemble de manière synchronisée des nouvelles solutions d'affaires en faveur d'une transition numérique et énergétique accélérée de l'économie maritime nationale et internationale. Bon, là, ça commence à être long comme phrase, vous le direz, mais une chose qu'on retient fondamentalement, et ça, c'est issu de toute la littérature, elle est abondante, la littérature scientifique autant que ce qu'on retrouve dans les médias et ce qu'on retrouve aussi à l'OMI. Le problème, c'est la collaboration entre les acteurs. Le problème, c'est la coordination parce qu'il y a un grand nombre de chantiers dans différentes organisations internationales. Puis, tous s'entendent sur l'importance de convenir d'un plan de match pour les 20-30 prochaines années, bien avant 2050 pour atteindre les objectifs de gaz à effet de serre. Il faut accélérer le pas, il faut s'entendre sur les standards, puis il faut s'entendre aussi qu'est-ce qu'on veut faire dans tout ça. Et vous savez, du côté canadien, bon, je dirais plutôt que du côté scandinave, du côté européen, ils sont très avancés là-dedans. Ils ont beaucoup de forums, ils ont beaucoup d'écosystèmes d'innovation de leur côté. On en a un peu moins dans ce créneau-là particulier, de ce côté-ci de l'Atlantique. Donc, notre objectif, et là, je vais avancer un peu dans notre... parce qu'il faut que je laisse la parole à M. Roussel. Là. Donc, la mission, je pense que vous voyez où est-ce qu'on s'en va. Les objectifs stratégiques, là, évidemment, un projet de corridor maritime intelligent, ce n'est pas juste une question de technologie. Mais quand même, un des grands objectifs stratégiques, c'est de s'assurer que toutes les nouvelles technologies qui sont développées par vous et par d'autres à l'international se croisent. Donc, c'est l'industrie maritime avec l'industrie 4.0, avec d'autres domaines donc, que le secteur maritime. Et on espère que ces technologies-là seront bien utilisées et permettront, dans un dialogue fécond, qu'on pourra développer un cadre technique, un référentiel commun pour l'ensemble de la communauté de pratique dans le domaine maritime. On a des projets, c'est certain, à l'esprit. On n'ira pas dans le détail ici aujourd'hui. Mais un des corridors qui est le plus emblématique pour nous, celui qu'on connaît le mieux d'ailleurs, c'est le corridor Grand Lac-Saint-Laurent. L'image qu'on a ici, c'est simplement parce que ça représente l'ensemble des systèmes de transport. Hein. C'est la colonne vertébrale, c'est les Grands Lacs et Saint-Laurent, mais c'est aussi tous les autres modes de transport qui sont connectés au transport maritime et dans une approche globale. C'est ce qu'on appelle un corridor maritime intelligent. Et évidemment, on s'assure que la représentation québécoise dans ce corridor-là est bien représentée dans le développement des normes et des standards. Nos premiers partenaires, c'est assez intéressant là, parce qu'on est au début du commencement de notre BNL. On a commencé avec beaucoup d'humilité durant la pandémie. Donnant les mois, on a eu plusieurs conversations avec plusieurs groupes, souvent de manière bilatérale, des autorités publiques, autant du côté de l'industrie également, partout au Canada. Et puis, plusieurs organisations sont en réflexion par rapport à notre projet, mais il y a quand même d'ores et déjà des organisations qui ont embarqué. On pourrait parler immédiatement de CITCO. L'OGSL aussi est devenu un membre de notre projet. Polytechnique Montréal, avec le département qui
qui abrite les spécialités dans le domaine de la cybersécurité maritime. Donc, on est très content de faire affaire avec Polytechnique Montréal. Il y a aussi la Voie maritime du Saint-Laurent qui est avec nous. Puis ça, c'est vraiment super dans l'esprit du corridor Grand Lac-Saint-Laurent. Le Centre national d'expertise en pilotage maritime. On est content d'avoir une représentation de l'ensemble des pilotes au Canada qui embarquent dans la réflexion avec nous. Et puis, le port de Trois-Rivières. Et puis, pour terminer, Wärtsilä. C'est pas banal, hein, parce que Wärtsilä, ils ont dit, nous autres, on s'intéresse à votre réflexion, à votre discussion, puis on va vous appuyer financièrement lorsque ce sera le temps. Et autrement aussi, Wärtsilä, ils font partie d'un écosystème finlandais d'innovation qui est, M. Roussel en parlera tout à l'heure, qui est un des plus fameux en ce moment, selon nous, qui s'appelle OneSea. Puis Wärtsilä, c'est un membre de OneSea. Ils vont nous introduire dans cet écosystème-là. C'est un écosystème dédié à la navigation intelligente puis aux Smart Fairways qui sont développés de ce côté-là. Donc, c'est vraiment de bon augure en termes de croissance, de membership dans notre organisation. Et puis, en terminant, je veux vous parler, là, je vais prendre quelques secondes. Il y a un grand nombre de projets ici au Canada, des très beaux projets positifs et nous voulons les suivre de près. Puis il y en a d'autres aussi à l'international. Il y a une quantité phénoménale de projets dans le domaine des navires intelligents, des navires autonomes de surface à divers degrés, des systèmes d'intelligence maritime, hydrospatiale et aussi spatiale. Il y a des technologies spatiales qui se mettent à l'œuvre en ce moment pour appuyer le transport maritime des marchandises. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il n'y a rien qui, à ce jour, rassemble toutes les informations puis rend intelligibles ces informations-là pour s'activer collectivement, pour devenir plus intelligent, entre guillemets, du point de vue de la collectivité, du point de vue de la communauté. Donc, on veut créer un observatoire international sur les corridors maritimes intelligents. Ça fait 1 an qu'on en parle avec une organisation qui est basée à Montréal qui s'appelle PHARE. Et avec PHARE, on a signé la semaine passée le MOU, l'entente de collaboration, pour définitivement lancer des travaux de création de l'Observatoire international sur les corridors maritimes intelligents. Et à partir de maintenant, on va tenter de réunir toutes les informations à l'échelle internationale sur ce qui se fait de nouvelles technologies, dont les vôtres. On va les répertorier, puis on va très bien les structurer, de telle sorte qu'on sera en mesure éventuellement d'avoir une définition claire de ce que sont les corridors maritimes intelligents. On sera en mesure de découvrir quels sont tous les systèmes d'intelligence qui doivent être mis en œuvre de manière organisée. Et puis donc, cet observatoire-là va nous permettre de produire éventuellement de la documentation qui sera rendue publique à tous les membres dans le fin détail, puis d'une manière plus vulgarisée à l'ensemble de la population. Donc là, maintenant, je laisse la parole à M. Roussel parce qu'il y a besoin de... J'espère qu'il lui reste quelques minutes pour parler. C'est dur de suivre l'enthousiasme de Denis, mais bon, on a passé un peu rapidement sur la mission. Qu'est-ce que ça fait, cette organisation-là? Donc, 3 pôles d'activité très importants qu'il faut revenir et qu'il faut que vous compreniez. Le premier, c'est celui de la recherche. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir? C'est dans tout ce qui se fait au niveau des corridors maritimes intelligents, les strates, l'hydrographie, la cybersécurité, la navigation intelligente, l'aide à la navigation, le contrôle du trafic maritime, le pilotage. Qu'est-ce qui s'écrit là-dessus? Les développeurs de technologies, le deuxième pôle, ceux qui créent des bidules, des gizmos, des magnifiques machines, de la robotique, quelle est la performance de ces équipements-là sur le marché? Et le troisième, le cadre normatif. Qui écrit quoi à l'intérieur de tout ça? Hein? On a parlé de l'IHO ce matin, on a parlé de l'IMO, mais il y en a là, une demi-douzaine d'autres qui tricotent dans ce domaine-là. Donc, le CICMI, le Conseil sur les corridors maritimes intelligents, se donne comme mission d'aller chercher toute l'information sur ces 3 strates-là des différents domaines et de rendre cette information-là disponible aux décideurs, qu'ils soient privés ou publics, éliminer au maximum l'incertitude pour les investissements, qu'ils soient d'ordre privé pour un nouveau navire ou d'ordre public pour ceux qui devront déployer les nouvelles technologies d'aide à la navigation des systèmes de contrôle maritime.
Alors, pour nous, et là, il faut changer de... J'imagine que ça doit être celui-là, il est usé. Alors, rapidement, on va prendre la parole aussi à d'autres forums. Donc, on est à la cybersécurité, mais on va prendre aussi la parole à Amsterdam au mois de juin. Le 20 avril, on est à Eco Cyber à Montréal, parce qu'on croit que le milieu maritime a besoin d'aller toucher beaucoup plus d'aspects que l'aspect traditionnel. Quand on est dans une industrie qui passe du 3.0 à 4.0, on a une série d'autres entreprises, d'autres secteurs qui viennent se joindre à un secteur traditionnel. Et là, il faut savoir comment ces gens-là peuvent nous apporter de l'information. Donc, un des éléments importants, on ne peut absolument rien faire sans un arrimage sur qu'est-ce qui se fait au niveau des gouvernements, que ce soit au provincial, au fédéral ou à l'international. Donc, il faut suivre ces activités-là. Donc, une des premières choses qu'on a faites, naturellement, c'est de tabler des mémoires. Alors, moi puis Denis, c'est un homme de plume. Moi, je suis un homme d'idées. Alors, on met la plume, on met l'idée à la plume, et puis on a tablé au MEI, déjà dans le contexte de l'innovation, l'an dernier, un premier mémoire. On a tablé le 20 mars un arrimage sur le projet de l'économie bleue qui a été mentionné par le député ce matin. Sur deux thématiques de l'économie bleue qui, pour nous, est importante. C'est celui des navires autonomes de surface et celui des technologies maritimes, là où, ici, naturellement, au CIDCO, on a beaucoup d'intérêt. Donc, à l'intérieur de notre mémoire, c'est un mémoire qui touche l'intérêt de la thématique de l'économie bleue, qui est sur le développement réglementaire, donc le fameux cadre normatif que je vous ai expliqué. Alors, pour nous, il est clair que le travail qui se fait par le ministère des Pêches océans, c'était mentionné, la loi sur les océans, la loi de la marine marchande, la loi sur le pilotage, toutes ces lois-là ont des éléments sur lesquels ils seront affectés dans le futur. Donc, bien comprendre ce qui se fait au niveau national, mais surtout à l'international, est critique. Et on n'a pas une feuille de route claire. On a des morceaux de feuilles de route. Chaque groupe fait sa feuille de route. Mais l'interaction entre les feuilles de route n'est pas claire. Et la compréhension de l'écosystème dans son ensemble n'est pas claire non plus. Donc, l'objectif du CICMI, c'est de s'assurer qu'on a un compendium à court, moyen et long terme de la compréhension de ces feuilles de route, de cet écosystème en développement, et qu'on ne nous manquera pas des morceaux qui seront sur le chemin critique, qui fait en sorte que vous avez beau avoir déployé toutes ces technologies-là, on ne peut pas les mettre en œuvre parce qu'il vous manque X, Y morceaux. Et ça, c'est une décision publique, un morceau de règlement, une infrastructure qui n'est toujours pas en place. Okay? Donc, la prochaine, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qui a été développé par Pêche et Océans, présenté l'an dernier au CIMAC national, le Conseil consultatif maritime à Ottawa. Un bel effort du département de Pêche et Océans sur l'ensemble des initiatives qui sont en œuvre, mais ça ne donne pas tout. Et ce n'est pas nécessairement ce qu'on appelle vivant. Alors, on va avoir quelque chose qui est qu'on peut y référer en continu et s'assurer qu'il est disponible pour l'industrie. Le deuxième, qui est extrêmement intéressant, qui est celui de l'économie bleue du gouvernement du Québec, donc des investissements que bénéficient beaucoup d'organismes, autant au niveau des corridors de transport intelligents que du développement de futures technologies. Donc, on pense que cette initiative-là, florissante du gouvernement du Québec, est extrêmement intéressante, en plus que les investissements potentiels peuvent être aussi dans la navigation courte distance, qui, sous la même juridiction, nous permet vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus ciblé et où le cadre juridique est sous la même égide, donc permet de déployer des nouvelles technologies en projet pilote. Donc, pour nous, extrêmement intéressant le projet du gouvernement du Québec. Donc, florissant. On suit aussi les activités qui se passent en Ontario parce que le système Saint-Laurent-Grand-Lac est présent. Et là, il y a des pressions de l'industrie maritime pour avoir à peu près le même genre de déploiement. Les ententes de collaboration. Donc, pour nous, notre priorité, c'est les ententes de collaboration. À ce moment-ci, moi puis Denis, là, on y met les efforts
énorme dans ce domaine-là. Donc, avec qui on veut faire affaire? Donc, au niveau domestique, naturellement, on continue nos démarches avec les différents organismes. On espère avoir les gouvernements, okay? Surtout le gouvernement fédéral, les différents ministères, celui des pêches océans, bien sûr, mais la garde côtière, mais aussi le ministère de l'Innovation, puisque le Conseil canadien des normes siège à l'ISO, à l'ITE, à l'IEC, qui développent des normes qui vont supporter les technologies qui devront être déployées. Mais du côté des organismes, on va les appeler privés ou paragouvernementales. Donc, Denis l'a mentionné, le 1C finlandais est vraiment pour nous là, un microcosme où on retrouve à l'intérieur de l'organisation les pilotes maritimes, on retrouve les systèmes de contrôle de trafic, on retrouve les manufacturiers et on est déjà en dialogue avec eux via certains des experts qu'on a connus à l'international. Mais il y a d'autres écosystèmes extrêmement intéressants. Par exemple, à droite, vous avez SMASH, qui est un organisme qui est la scission entre ITS, Intelligent Transportation System, hollandais, où les Hollandais ont dit, non, attendez, là, merci pour le métro, merci pour le train de banlieue, les autobus intelligents, le maritime, c'est trop compliqué. On fait notre propre entité avec les ports, les voies navigables, les canaux, et ils ont créé SMASH. Alors, nous, on s'inspire de l'ensemble de ces écosystèmes-là, où on va chercher les meilleurs morceaux pour s'assurer qu'au sein de nos objectifs stratégiques, on va être en mesure de présenter de ce côté de l'Atlantique, hein, ici au Canada, vraiment le morceau le plus intéressant. 2 minutes, watch this. OK? Le prochain, l'écosystème international, qui est extrêmement important. Donc, on a mentionné EHO ce matin, mais regardez l'ensemble de l'écosystème. Et vous voyez qu'on fait affaire avec une demi-douzaine, probablement une douzaine d'organismes. Ils ont publié depuis 2018, là, au-delà d'une douzaine de normes, de standards. Qui sont-ils? Où sont-ils? Où on est rendu dans leur biennial et leur triennial, leur agenda, pour comprendre ce qui se passe. Alors, on finit en vous posant rapidement une question. Hein? Y a-t-il un écosystème complet de développement collaboratif, de cadre réglementaire, au niveau national ou international? Et la réponse, c'est non. Et naturellement, dans nos chantiers prioritaires, hein, on vous invite d'ici 2025, et on va le travailler ensemble avec l'ensemble des collaborateurs, au premier symposium international du CICMI sur les corridors maritimes intelligents, où on veut faire venir des gens de l'international pour nous expliquer où sont rendus leurs travaux et l'ensemble de tout ce qui se passe dans ce domaine-là. Donc, pour nous, le premier symposium, on est au balbutiement. L'organisation est un bébé. Elle a eu 2 ans au mois de janvier. On a eu notre première AGA et on brûle d'envie d'avoir 20 ans, mais on va tout de même vivre notre jeunesse comme le monde. Donc, on en profite. Puis on vous remercie beaucoup au CITCO, aux organisateurs. Merci, Denis, de nous mettre ici comme keynote speaker. Hein, on aime ça être le keynote speaker. Donc, et on félicite les fondateurs. Pour nous, on est des fondateurs, mais on n'a pas vos moyens. Donc, c'est plutôt parti de la base de fonctionnaires qui ont décidé de mettre l'épaule à la roue, mais de le faire en collaboration. On a plus d'une 40aine de représentations de fait et on continue nos efforts pour continuer de construire l'écosystème. Puis on remercie Alain. Donc, on a plusieurs des partenaires. On remercie le CITCO d'être partenaire avec nous. Merci beaucoup.